On arrive à la dernière présentation de ce matin. Quand on aura fini cette présentation, je vais demander à tous les intervenants de venir vers moi. Comme ça, je ne vous perds pas, parce qu'on va revenir ponctuellement à 14 heures ici. Il y a des déjeuners partout sur le site, il y a les forges, etc. Et puis, il y a le drum. Mais pour les intervenants, venez vers moi. Ne m'oubliez pas. On va terminer avec un projet, en tout cas que moi, j'adore, parce que c'est inspiré par ce qui est un peu l'idée du bâtiment industriel de Jean Prouvé, pas Jean Prouvé 2060, pas la version carcérale. Et je suis très heureuse qu'on peut présenter ce programme de bâtiment social avec Fabien Lasserre de Villogia qui va présenter Maison de design pour tous. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis ravi aujourd'hui d'être ici pour présenter ce projet de Villogia. Tout d'abord, en peu de temps, Villogia, qui sommes-nous? Donc nous sommes un groupe immobilier qui aborde l'ensemble des fonctions du secteur immobilier, à savoir un bailleur social, de l'accession sociale à la propriété, gestion de copropriété, aménagement. Logement intermédiaire. On a acquis récemment sur Arles plus d'1 millier de logements. Voilà. Donc on a une implantation territoriale. Moi, je m'occupe, donc on gère à peu près 80 000 logements pour vous donner l'ordre de grandeur sur l'ensemble de la France. On a à peu près une construction de 2 000 logements par an sur la France et une rénovation d'à peu près 1 500 logements. Voilà pour les volumes. Moi, je m'occupe de tout ce qui est innovation. Chez Villogia, on a une longue tradition d'innovation, en fait, parce que dans notre conseil d'administration, nous avons des grands industriels du Nord. Le siège est basé à Lille. Et donc, ils sont toujours un peu interloqués de voir que dans le secteur immobilier, au final, il y a peu d'innovation. Alors, Redman a complètement contredit ce que je viens de dire. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui est peut-être pas tellement innovant, alors qu'on a des challenges, des défis qui sont juste énormes. Et donc, ils poussent toujours l'innovation. Et justement, une partie de cette innovation, c'est sur l'industrialisation. L'industrialisation, en fait, c'est une longue histoire aussi pour Villogia. Villogia a été créé après 1945 et il y a eu déjà toute une politique de test de modèles d'industrialisation pour faire face à la crise du logement, une crise du logement que nous avons encore aujourd'hui en France et partout en Europe. Et dans ce cadre, eh bien, on a eu la possibilité de développer les maisons de Jean Prouvé, en fait, dans les années 60 à Tourcoing, à côté de Lille. Juste avant tout cela, j'ai mis en première photo-image, une image que j'aime bien en fait, parce que ça résume un peu la situation que l'on a actuellement. C'est une vue de la Terre, de la Lune, et on voit notre petit habitat qui est suspendu dans le vide et dans le froid galactique. Donc on se dit qu'il faut en prendre soin. On parle habitat et construction, et le premier habitat et construction que l'on a, nous, c'est cette petite sphère suspendue, et donc je suis ravi que tous ensemble aujourd'hui, on puisse en prendre soin. Voilà, c'était une petite aparté. Donc pour revenir au projet qui vous intéresse, eh bien, donc, nous avions ces maisons Jean Prouvé. Nous avons réhabilité. En les réhabilitant, nous avons redécouvert la façon de fonctionner. Nous sommes un peu plus penchés sur ce qu'avait fait Jean Prouvé et nous sommes dit, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir allier ces éléments industriels. Donc, nous nous sommes dit, nous allons nous inspirer de ce travail pour recréer des deux logements, en fait, Jean Prouvé. Donc ça, nous l'avons fait, nous avons lancé ça en 2016. Vous voyez les photos juste derrière moi. Donc très fortement inspiré de l'architecture, avec un système complètement démontable. 3 personnes peuvent complètement construire et déplacer ailleurs ces maisons, entièrement donc boulonnables en système en métal. C'est plutôt un succès, c'est habité par des étudiants en école d'architecture, donc on a le retour aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est des logements qui sont assez plaisants. Mais après, nous sommes dit, essayons de nous détacher un peu de cet héritage de Jean Prouvé et reprenons un peu la substantifique moelle industrielle en fait.
Donc ça, c'est un peu le travail du maître d'ouvrage, de revenir à ses besoins et de clarifier ses besoins. Donc nous avons lancé ensuite, c'est un appel d'offres pour livrer 8 maisons industrielles en travaillant avec une designer, donc Nathalie Crasset. Le but du jeu étant de réinterpréter un peu et de faire quelque chose peut-être de différent, en fait, de s'éloigner de tout cela. Ce que je précisais juste avant, c'est que les maisons, la deuxième en fait, session de maisons inspirées de Jean Prouvé, sont complètement compatibles avec les objectifs déjà 2025 et peut-être pas 2030 parce que c'est de l'acier, donc c'est un peu compliqué en termes de carbone, mais en tout cas en termes d'isolation thermique, etc. Donc on a voulu projeter dans l'avenir ces systèmes. Donc, nous avons lancé cet appel d'offres en associant à la fois des architectes et une designer pour voir comment ils pouvaient travailler ensemble dans une logique industrielle. Et après, nous avons lancé un appel d'offres de conception industrielle pour voir si les entreprises pouvaient répondre à cela. J'en parlerai juste après au niveau des acteurs. Donc là, vous avez le produit fini. Les premières personnes ont emménagé en fait dans ces maisons, ce qui est toujours quelque chose d'intéressant. Hein. On avait un peu peur, parce que l'intérieur est un peu particulier. Le but du jeu, c'était quoi? C'était vraiment de construire un nouveau modèle, ce que voulait Nathalie, et ce qu'on voulait également, un nouveau modèle qui soit durable, industrialisable, et surtout désirable. Parce que chez Veolia, on croit fortement que si on n'intègre pas une désirabilité, s'il n'y a pas quelque chose de voulu dans ce monde qui change, ben, tout le monde va se bloquer par rapport à ça et les comportements ne vont pas changer. Donc il ne faut pas avoir juste une approche technique ou une certaine vision, mais il faut embarquer tout le monde via le désir par rapport à ça. Et donc c'est ce qui a été fait par Nathalie. Vous voyez ici les principes. Hein. Donc c'est des systèmes qui ont été complètement faits au niveau modulaire par l'entreprise Vestac, donc fabriqués en usine dans le Val d'Oise, donc transportés à peu près 200-250 km. On aurait bien voulu que ça soit plus près, mais au niveau de l'appel d'offres, la meilleure réponse a été la société Vestac. Ce qu'on a voulu faire au niveau du désir aussi, c'est travailler la forme. On s'est dit, on n'a pas envie de travailler sur des maisons industrielles, puisqu'on a vu ce que l'intelligence artificielle fournissait comme image tout à l'heure en début de séance sur ce qui est industriel. Et pour nous, on s'est dit, mais non, c'est pas ça. On veut démontrer qu'on peut faire quelque chose d'autre avec ce qui est industriel, et que le vocable industriel redevienne désirable pour tout le monde. Ça a été assez compliqué au niveau de l'appel d'offres, justement. Ça a été très bien compris par l'architecte et le designer. Mais ça a été plus compliqué au niveau des entreprises, parce que les entreprises ont leur ligne de production. Donc, elles ne voulaient pas vraiment répondre. Elles nous disent, nous, on veut bien répondre, c'est très intéressant, ce système hors site, construction, modulaire, bois, biosourcé, etc. Mais nous, on a nos modules. On a dit, non, on veut faire autre chose. Donc, c'est une société jeune qui n'avait pas encore vraiment de ligne de production qui a répondu et qui a relevé ce défi au niveau des maisons, avec une intégration bioclimatique qui est quand même très très intéressante. On a une compatibilité avec les objectifs RE 2030 par rapport à ces maisons. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est les fonctions qui sont intégrées derrière les ailes en fait, des maisons. On a des fonctions de serre pour pouvoir utiliser comme potager, etc. On a une fonction de récupération d'eau de pluie. On a une fonction de pompe à chaleur. Puisque ces fameuses pompes à chaleur, on ne sait plus trop où les mettre en ce moment. Nathalie a proposé des éléments qui abritent plusieurs fonctions. Et on peut multiplier les fonctions, faire des petits ateliers de réparation, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Vous voyez donc là à l'intérieur avec les serres, vous voyez l'intérieur avec du bois apparent partout, donc c'est sûr qu'avec des sols qui sont assez inhabituels par rapport à notre production habituelle, que ce soit en rénovation ou aux constructions chez Veolia. Et au final, les 8 ménages qui ont emménagé donc, il y a quelques mois sont tous ravis. Voilà, ils ont dit justement que c'est quelque chose de différent. Ils ont aimé la luminosité, les différences d'orientation, les pièces de vie orientées plutôt vers le sud, l'orientation au nord, les fonctions, les couleurs, le bois. Voilà, franchement, 8 profils différents, des personnes âgées, plutôt jeunes aussi, des familles. Bon, donc on refera après une évaluation au bout d'un an et demi, 2 ans, mais pour l'instant c'est vraiment un franc succès, alors que bon, les jardins n'étaient pas complètement terminés non plus, hein, tout ce qui est VRD, etc., ça peut être un peu compliqué à l'emménagement. Vous voyez ici quelques images du chantier, donc vraiment des modules qui ont été grutés directement, donc assemblés très très rapidement sur un système de pieux métalliques. Donc, Nathalie, ce qu'elle voulait, et ce qu'on voulait aussi, c'est
des maisons qui apportent quelque chose aux gens. Voilà, il y a cette notion d'utilité, hein, dans Vilogia, dans notre mission aussi, c'est être utile au territoire et aux gens. Et on s'est vraiment rapproché avec Matali sur ce point, des maisons qui sont réellement utiles, qui apportent quelque chose. Mais ça apporte quelque chose en termes d'espace, en termes de fonction, en termes de volume. Ça apporte aussi en termes de développement de nouvelles filières, hein, industrielles, donc ça apporte quelque chose à la société, et ça apporte aussi en termes environnementaux, puisque c'est 100% en bois, compatible donc avec les obligations de 2030 très, très largement au niveau de la France et de l'Union européenne. Donc je pense qu'on est très content parce qu'on a réussi à faire quelque chose de nouveau qui était un peu délicat et qui remplit complètement ses fonctions d'utilité et donc qui sont vraiment des maisons design pour tous, point d'exclamation, pour dire on veut y aller, on veut le faire et on l'a fait ensemble. Voilà. Peut-être revenir sur la slide d'avant. J'ai terminé. Si vous avez des questions. Est-ce que ça peut se faire à une échelle plus grande? Alors oui, le but du jeu, c'est justement d'essayer de travailler à une échelle plus grande. Je sais qu'on a actuellement quelques discussions pour voir si on peut refaire ces logements sur d'autres terrains dans le Nord. Donc ça suscite aussi de l'intérêt de la part des différentes parties prenantes, les mairies, etc. Ça, c'est construit dans la banlieue de Lille, dans une ville qui s'appelle Waterloo, à quelques kilomètres de Lille. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une ici, puis après. Rebonjour. Du coup, moi, j'étais intéressée de savoir quelle était la relation. Donc, c'est Matali qui est travaillé en tant que designer. Il y avait un atelier d'architecte. Comment ça s'est passé, la relation architecte-designer? Parce que moi, je l'ai testé dans des vies antérieures. Ça n'a pas toujours été un succès de trouver les limites, on va dire, entre l'un et l'autre et travailler. Sauf à ce qu'ils arrivent, qu'ils travaillent déjà, qu'ils aient un précédent de travail ensemble. Donc, voilà, de savoir si ça s'était fait de manière naturelle. Voilà, quelle était... Alors, c'est sûr que ce qu'on voulait justement, c'est confronter deux mondes différents et voir comment ils pouvaient s'apporter mutuellement. Donc, il faut choisir les bonnes personnes. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est important. C'est une question de personnes. Il faut que le maître d'ouvrage puisse créer un peu le liant sur l'ensemble du projet par rapport à ça. Et ça s'est plutôt bien passé. Bon, au début, c'était un peu... Bon, voilà... ils se regardaient un peu, ils se disaient comment on va collaborer, hein, c'était plutôt des questionnements. Et au final, au fur et à mesure du projet, oui, c'était intéressant. Matali, en tant que designer, a apporté des idées que les architectes n'auraient pas eu ou les auraient eu peut-être différemment par rapport à leur expérience. Et aussi, ils ont apporté des éléments à Matali sur la conception, sur la mise en œuvre, sur l'implantation. Donc, ça a été plutôt fructueux, mais ça dépend vraiment des personnes. Oui, c'est nous qui avons sélectionné. Il y a une question là. Bonjour, moi je suis Gonzague de Trémiol, je parlerai cet après-midi. J'ai une question malheureusement extrêmement terre-à-terre qui a trait un peu aux équilibres économiques de ce projet. Donc moi je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Donc je comprends que c'est du logement social, c'est bien ça? En tout Exactement, cas, ça a été mis en location. Oui. D'accord, ok. Et donc vous les avez conservés, ces logements, et vous les louez, c'est bien ça? Okay. C'est ça, exactement. Et l'équation économique pour Vilogia, enfin sans trahir de secret bien sûr, elle est, disons, homogène par rapport à vos autres projets, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez dû consentir une perte parce que vous êtes en train de monter en puissance sur ce type de projet? Alors, sur l'aspect économique, qui est toujours la question importante, on a fait une opération qui ne nous met pas du tout en risque économiquement, hein, qui respecte les ratios économiques. On a un coût de construction autour de 1800 ou 1900, enfin j'ai tous les détails si vous voulez, euros du mètre carré. Maintenant, c'est des coûts, quand on a lancé, il y a la question d'inflation, etc. Et tout ça. On est très heureux de l'avoir lancé avant, comme d'autres projets innovants, parce que quand on voit l'inflation, on préfère le faire maintenant que demain, hein, tout de suite. Après, c'est sûr que l'objectif, c'est de faire baisser les coûts ensuite, si on doit reproduire le même modèle, puisqu'il y a une capitalisation qui est faite par rapport à ça.
Voilà, donc oui, on peut le faire, on ne peut pas le faire à une échelle de 150 logements, ce n'est pas un produit, c'est un prototype, mais c'est important de faire un prototype, un premier de série, après de développer. Je voudrais revenir sur le point économique, parce que c'est une question qui est posée à chaque fois et qui est très importante. Il y a une étude qui a été faite par l'Union des économistes de France sur l'intégration et les coûts de la RT 2012. C'est complètement public, ça a été missionné par l'État. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude. Ils ont démontré qu'à partir de la publication de l'RT 2012, je crois que c'était en 2010, je ne sais plus de mémoire, la publication de l'RT 2012, ça a mis 10 ans pour que la profession intègre totalement. Au début, il y avait un surcoût qui était supérieur à 10%. 10 ans après, on est à 2% en dessous en intégrant l'inflation annuelle. Donc ça veut dire que tout comme une chaudière à condensation, tout comme le double vitrage, tout comme des véhicules électriques, des smartphones, à un moment, quand c'est une nouvelle réglementation, une nouvelle normalisation, tout le monde développe ses outils de production et de conception pour tendre vers cet élément. Donc c'est sûr que les premiers prototypes sont toujours chers, mais on est sûr, c'est reproduit tout le temps partout, qu'au bout d'un moment, et dans l'immobilier ça semblerait être 10 ans, on sait qu'après on est même un peu en dessous, et on a tous les bénéfices derrière. Il y a encore le temps pour 2 questions. Allez-y. Merci. J'ai 2 questions en une. Je suis désolée, je vais essayer de faire court. Je me demandais, en regardant ces images, quelle était la dimension biorégionale du projet dans cette dimension industrielle et comment des matériaux locaux peuvent être... je me demande où elle est, en fait. Autant dans le savoir-faire que dans le rapport au contexte. C'est vrai qu'on a vu du produit qui est un peu posé, et du coup, je me demandais... l'analyse de site, le rapport avec l'existant, sur un produit industriel fait ailleurs, comment ça se passe. On a l'impression d'un objet un peu plaqué sur le territoire. Et la deuxième question que je me pose, c'est aujourd'hui, c'est vrai que l'adaptation au changement climatique passe par un questionnement sur l'occupation des sols, et notamment l'artificialisation des sols. Et la maison individuelle, industrielle, on l'a vu depuis 70 ans d'urbanisme pavillonnaire, et c'est vrai qu'elle est aujourd'hui vraiment questionnée justement par cette artificialisation dont on ne veut plus. Et je me demandais, est-ce que ça c'est encore conciliable avec ces objectifs-là ? Alors pour l'intégration sur le site, il y a un travail qui a été fait sur l'intégration des 8 maisons. Alors c'est vrai que je n'ai pas de photos extérieures en fait au niveau pavillonnaire, mais c'est assez intéressant parce que de l'autre côté, on a des maisons qui ont été faites dans les années 80, tout en briques, et là, c'est des éléments qui sont en bois au milieu de jardins, et l'intégration est plutôt assez intéressante, en fait, sur ce travail de matériaux. On pourrait croire, en effet, que c'est quelque chose qui est complètement posé, complètement différent de l'architecture locale, mais au final, ça se marie très bien, et je trouve que ça projette aussi dans le futur. Voilà, ça ne rend pas la ville immobile, mais ça la mobilise vers le futur d'une façon assez réussie. Au niveau des matériaux locaux, on aurait rêvé de travailler avec des entreprises plus proches. Malheureusement, ça a été lancé l'idée en 2018-2019. Il n'y avait pas du tout d'ateliers, de sociétés industrielles qui se montaient. Grâce à ces projets et d'autres projets, parce qu'on fait des choses similaires en rénovation industrielle, on a pu commencer à développer une filière territoriale au niveau des Hauts-de-France. Donc, c'est un peu notre essence aussi chez Veolia, aider les territoires à développer des choses à impact positives. Maintenant, si on relançait l'appel d'offres, et j'espère qu'on va pouvoir le refaire, il y a d'autres entreprises qui pourraient répondre par rapport à ça. Donc il faut revenir aussi 5-6 ans en arrière. Dans les Hauts-de-France, c'était excessivement compliqué de développer des systèmes industriels avec des filières bois. Les filières bois commencent à se monter. Il y a des pactes biosourcés qui ont été signés dans les Hauts-de-France. Il faut mobiliser les filières qui n'existent plus dans les Hauts-de-France, même s'il y a une ressource bois. Alors, et puis le dernier point, votre deuxième question sur la maison individuelle. Bon, en effet, la maison individuelle, est-ce que c'est un modèle pour le futur ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir qu'il y ait un peu un mix de différents pour répondre à différents besoins. Enfin, je pense, c'est mon avis. Donc, je pense que c'est important d'explorer aussi sur cet objet maison individuelle un habitat. On fait aussi du collectif, on essaye de densifier, on travaille aussi avec tout ce qui est ZAN, etc. Mais je pense qu'il faut un peu de tout. On est dans une zone, une phase de transition. Voilà, je ne sais pas quel sera l'habitat parfait du futur qui allie tout. Voilà, en tout cas, on essaye de progresser dans cette phase de transition qu'on a pour quelques décennies. On a encore une question.
Oui, très, très joli projet. Donc Frédéric Tsitsonis, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, donc consultant en assistance à maîtrise d'usage. Et donc sur tous ces projets, moi ce qui m'intéresse c'est la bascule et c'est savoir comment finalement, parce qu'à chaque fois qu'on fait des projets, il faut se rappeler qu'on les fait pour des usagers au final. Quelquefois, on l'oublie un peu et la technique passe avant. Mais donc si je comprends bien sur ces logements sociaux, vous avez... comment vous allez travailler avec les futurs occupants pour les faire prendre en compte toutes ces améliorations de vie, les potagers, etc. Ça ne s'est pas fait comme ça. Je pense qu'il y a eu un travail pour pas sélectionner, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas trouver les personnes qui avaient une appétence pour ça et du coup derrière voir comment ça vit dans le temps, parce que quand on met à disposition un potager, un abri de jardin, etc., une récupération d'eau, on espère que ça va générer des activités humaines et donc il faut dans le temps évaluer l'impact social aussi et sociétal. Alors oui, ça c'est une vaste question. On peut le prendre dans deux sens différents. Depuis qu'on fait des projets innovants chez Veolia, on s'est rendu compte en fait que les gens, il ne faut pas trop les prendre non plus pour des cobayes en fait. Et je dis parce que moi, c'était ma perception au début sur les premiers projets, je suis entièrement d'accord avec vous, on fait pour des personnes, est-ce que ça correspond aux besoins, il faut évaluer, etc. Sauf qu'on a commencé sur d'autres projets sur de très, très faible consommation d'énergie certifiés Passive House. On a très fortement enquêté, on a préparé qui veut aller dans ce type de logement, etc. Et après, on s'est dit, mais si on pense que ça va être le standard pour le futur, on ne va pas pouvoir sélectionner à chaque fois la bonne personne au bon endroit. Donc, on a commencé comme ça, en effet, ce que vous dites, pour être sûr que ça fonctionne. Et puis après, au bout du 5e projet, parce qu'on a fait 700 logements comme ça, ou 800 logements, hein, on n'a pas fait juste un projet, on s'est dit, on ne peut plus. Donc, tant pis, on a appris un petit peu au début, et puis après, on dit, tant pis. Et il y a des gens qui ne savent pas faire fonctionner les stores, ils ont chaud, on a beau leur expliquer ça ne fonctionne pas, etc. Des gens où ça fonctionne très bien, etc. Donc là, on a fait un peu le même principe. On s'est dit, nous, on ne veut pas en faire que 8. On veut en faire plein après. Donc, bien sûr, on a recueilli des besoins au niveau de notre direction de marketing, comment ça se passe, les serres, comment c'est perçu. On a eu d'autres opérations sur des serres, on a fait du benchmark, etc. Donc, on va travailler là-dessus. On va faire un peu d'accompagnement au début, peut-être avec des associations, comment vous pouvez utiliser les serres. On ne va pas laisser les gens tout seuls par rapport à ça. Mais on n'a pas trop poussé. On a un panel vraiment complètement différent de personnes. Parce qu'on se dit qu'il faut que ça réussisse un peu tout seul quand même. Voilà. Sinon, on ne va pas pouvoir généraliser. Donc, on conduit, mais un tout petit peu, quoi. Ou avant, 8 ans avant, sur les premiers projets, on conduisait beaucoup plus, en fait, l'usage. Voilà. Merci beaucoup.